Bien, bonjour à tous, ici l'équipe municipale qui vous parle pour ce rendez-vous citoyen hebdomadaire maintenant. Comme vous le voyez, il y a une petite innovation technique, c'est que nous tentons d'ajouter un petit plus technologique chaque semaine. Et là, vous voyez derrière moi un certain nombre d'élus en visioconférence et il y en a deux autres qui seront en audioconférence pour aujourd'hui. Donc nous sommes comme toujours prêts à répondre à vos questions d'actualité. Je vous ferai juste un petit rappel des sujets qui se sont présentés à nous pendant la semaine depuis nos derniers Facebook Live et on répondra bien sûr à vos questions au fur et à mesure et mes collègues me les indiqueront également sur notre moyen de communication individuel. Sur l'évolution depuis samedi dernier, donc vous savez que le président de la République a annoncé qu'il parlerait lundi soir, donc il est possible qu'il annonce bien sûr la prolongation du confinement et peut-être un certain nombre de détails, voire de renforcement, ça c'est pure conjecture de ma part. Il peut aussi aborder, comme l'avait fait le Premier ministre, le déconfinement, et on en avait parlé un peu la semaine dernière en disant que ce serait long, que ce serait compliqué, que ce serait progressif. J'ajoute même cette semaine, puisqu'il y a eu un certain nombre d'études là-dessus, que ça peut être réversible, le déconfinement, c'est-à-dire que si nous avions une deuxième vague du virus, nous serions éventuellement obligés de reconfiner. Donc vous voyez que ce n'est pas une bonne nouvelle pour commencer, mais c'est la preuve que nous sommes sur une crise longue et qu'il faudra bien sûr nous adapter comme nous avons déjà pu le faire. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes prêts, quelles que soient les questions, à aborder la question des masques, voilà, qui vient de plus en plus dans la réflexion publique, la question des commerces alimentaires locaux, avec un certain nombre de nouvelles pendant la semaine. Et puis également un petit rappel sur les actions de solidarité qui se sont amplifiées cette semaine. Donc je laisserai mes collègues en parler, ils s'en sont beaucoup occupés et très bien. Il y a un certain nombre également de points sur les services locaux que nous pourrons aborder. Voilà en vrac effectivement, ou plutôt en introduction, ce que nous pouvons évoquer. Est-ce que mes collègues sont présents? Donc on va tester leur voix. Est-ce que Laurent Tarassi est bien avec nous? Oui, bonjour à tous. Il s'appelle Au rendez-vous du samedi matin à 11h. Merci Laurent. Est-ce que Estelle Sueur, conseillère municipale chargée des quartiers, est avec nous? Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour la troisième semaine à ce rendez-vous Facebook Live. Consécutive. Oui. C'est pas un jeu, hein. Mais on est content de te revoir. On va évidemment faire tourner les personnes de l'équipe, hein, vous l'avez compris, puisque nous avons également, non pas un petit nouveau, puisqu'il est conseiller délégué depuis 2018, il est présent avec nous, donc Jean-Paul Recourt en visio. Est-ce que Jean-Paul m'entend? Il faut qu'il mette son micro peut-être. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Très bien, merci. Et nous avons également deux autres personnes au bout du fil. Donc Marielle Ernoux au téléphone. Marielle? Oui, bonjour à tous. Très bien. Et Stéphane Hautecoeur au téléphone également. Bonjour à tous pour cette réunion du samedi matin. Très bien. Alors je note qu'il n'y a pas pour l'instant de questions particulières. On peut peut-être dans ce cas-là les anticiper sur les commerces alimentaires. Vous avez vu qu'il y a d'abord un débat national sur le retour au bio, le retour au naturel, le retour au local, et dans les circonstances où les marchés sont interdits, autorisés, réinterdits, réautorisés, je confirme malheureusement la situation que nous connaissons, c'est que le samedi matin actuellement nous n'avons plus de commerçants. Par contre, nous avons pu travailler avec la maraîchère, Madame Picard, et le primeur, Monsieur Toufik, que tout le monde connaît.
Et nous avons établi avec eux qu'ils pourront s'inscrire dans un système de paniers fermiers qui seront commandables par téléphone jusqu'au mercredi de chaque semaine et qui seront livrables vendredi après-midi sur la place de la République de 14h à 15h. Donc c'est notre manière effectivement de continuer bien sûr à renforcer ou à préserver notre offre alimentaire locale. Tout ceci s'ajoute bien sûr aux 3 magasins sédentaires dont nous avons déjà parlé, le Carrefour Express, le Champrix et le Lidl. Et tout cela s'ajoute aussi à ce que nous avions annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire la réouverture de certains restaurants comme le Lusitalia. Nous avons également la pizzeria Testi qui est ouverte. Le magasin de Monsieur Ginck, le kebab, n'est pas ouvert en ce moment, mais il l'a été un petit moment, donc il va, j'espère, réouvrir. Le boucher est toujours ouvert, les boulangeries sont ouvertes. Voilà, je ne refais pas le tour complet, mais bien sûr, on est très attentif à ce que cette offre soit préservée. Est-ce que il y a des commentaires supplémentaires de la part de mes collègues sur cette partie commerciale et notamment il y a une première question sur les paniers, donc si je n'y ai pas totalement répondu, est-ce que quelqu'un veut compléter? Oui, bien sûr, Laurent. On nous a demandé plusieurs fois si on connaissait le contenu des paniers, quels étaient les prix des paniers. Alors, on a eu une première réponse de la part des 2 commerçants. Pour la maraîchère, le panier serait à 12 €. Et je vais vous dire au final pourquoi j'utilise le conditionnel. Serait à 12 € et a priori composé d'une botte de radis, de poireaux, de courges et de pommes de terre. Concernant le primeur, donc notre fidèle commerçant Toufik, il se composerait de fruits divers et de quelques légumes selon approvisionnement et un coût du panier estimé entre 10 et 15 €. Alors vous voyez, c'est un petit peu flou parce que finalement ça va beaucoup dépendre de leur approvisionnement, des produits qui vont être disponibles et donc forcément aussi les prix risquent d'être fluctuants. La seule solution efficace, ça va être d'appeler avant le mercredi, de leur demander ce qu'ils pourront vous amener le vendredi qui suivra, donc 2 jours, 2-3 jours plus tard. Et là, vous aurez tout, et le contenu et le tarif. Voilà, j'ai envie de vous dire autour de 15 € pour les deux et en fonction des produits du moment. Merci Laurent, et effectivement c'est ce retour à l'essentiel qui est la compréhension qu'il y a des saisons, qu'il y a des impondérables de la nature et qu'il faut effectivement s'adapter. Alors j'en profite pour dire qu'il y avait 2 questions préalables, une qui apparaît sur la liste de Madame Jorigui sur une crèche. Alors là on est sur un tout autre sujet, mais c'est un peu le jeu de pouvoir répondre aux débeautés sur les différents sujets, même s'ils sont très variés. Donc là, vous faites allusion au projet plus global de la maison de la petite enfance qui va se mettre en place dans l'ex-futur ou le futur local de l'Office de tourisme qui est en face de la gare. Donc ce projet a été détaillé pendant la campagne électorale et il va être mis en œuvre. Il commence dans les prochains mois, je vais revenir sur les délais, par la création d'une micro-crèche. Nous avons fait un cahier des charges, nous l'avons diffusé. Il y a 3 candidats intéressants qui ont répondu. On attend simplement, à cause de la crise, un peu plus de temps que prévu parce que ce local qui devait être libéré en avril dépend de travaux qui doivent être effectués à Creil pour un autre local de l'Office de tourisme et ces travaux sont bloqués actuellement pour les raisons que vous imaginez. Donc c'est toute la chaîne de notre projet qui est retardée et nous allons bien sûr y travailler de manière à ne pas perdre trop de temps sur ce sujet. J'ai vu également une autre question arriver sur la fermeture entre guillemets du parc de la Garenne. En fait, c'est un espace public qui n'est pas fermé en tant que tel, puisque vous voyez bien qu'il y a plusieurs accès. On a voulu marquer le coup en mettant une barrière que j'ai encore vue dans une de mes tournées de vérification. C'est une barrière Vauban, une double barrière qui n'empêche pas les piétons d'y aller. Par contre,
cette fréquentation ne peut être faite que dans le cadre du cas numéro 5, je crois, des autorisations de sortie, c'est-à-dire à moins d'1 kilomètre du domicile et en moins d'1 heure. Donc le parc n'est pas formellement fermé, il est simplement d'accès restreint et cadré dans l'esprit des autorisations de sortie. Alors, il y a une autre question sur le... Ah, j'ai un son... Alors, il y a une demande sur le fait que la police municipale pourrait mettre des PV pour les gens qui sortent abusivement. Je vais donc passer la parole à Stéphane Hautecoeur, adjoint à la circulation et à la sécurité. Oui, donc pour répondre à la question, donc effectivement, la police municipale patrouille avec des horaires un peu plus élargis en ce moment pour justement vérifier les attestations. Ils font aussi des contrôles avec la gendarmerie des attestations, ils en ont fait il y a 2 jours. Ce que vous disait Monsieur le maire, du moment que l'attestation est convenablement remplie, c'est compliqué. Donc les personnes qui ne joueraient pas le jeu et que la police municipale pourrait contrôler à 2 fois, bien entendu, ils pourraient établir des procès-verbaux pour non-respect de la réglementation, donc des sorties. Donc le premier procès-verbal à 135 €. S'il y a récidive, ce sera 200 €, voire plus après, quand les personnes sont contrôlées à multiples fois. Et vous pourrez nous voir aussi avec la police municipale, vous avez dû nous voir, parce qu'ils nous tiennent bien sûr informés des personnes, et on peut appeler par téléphone aussi les personnes qui ne joueraient pas le jeu. Voilà, pour répondre un petit peu à la question sur la police municipale. Alors, il y a une personne qui rappelle à juste titre qu'on pourrait, pour jouer le jeu, faire les courses 1 fois par semaine, mais pas tous les jours. Je pense que c'est ça l'esprit de l'intervention. Il y a bien une autorisation de sortir potentiellement tous les jours faire des courses, mais évidemment, si on cumule les 7 cas, les 7 motifs de sortie tous les jours, effectivement, je vous rejoins, ce ne serait pas ça, jouer le jeu, effectivement. Et je confirme donc ce que j'ai dit sur le parc de la Garenne, on peut y faire du sport, mais moins d'1 heure et à moins d'1 kilomètre de son domicile. Une personne dit qu'elle ne voit aucun contrôle, donc moi je vous confirme que les gendarmes font beaucoup de contrôles tous les jours, y compris routiers, et ils vont continuer ce week-end, avis aux amateurs. La police municipale en fait également dans les limites qu'a indiqué Stéphane. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Est-ce que je peux passer la parole à Laurent pour compléter sur le parc de la Garenne? Oui, juste une petite information supplémentaire. Donc effectivement, se balader dans le parc, pourvu qu'on respecte la règle, moins d'1 heure et à moins d'1 kilomètre de chez soi, c'est pas interdit. En revanche, je ne peux que vous déconseiller d'utiliser le parcours sportif avec les équipements sportifs. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, entre une personne et une autre qui suivrait derrière, il y aurait éventuellement contact avec le matériel. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout recommandé. Oui, c'est vrai, c'est une bonne précision et c'est toute la difficulté de cette situation hein, qui est, on parle d'un confinement partiel, donc on parle de limiter au strict minimum les occasions de croiser des personnes ou de croiser du matériel. Donc c'est bien le... Donc désolé pour le petit message qui fait un bruit pour moi, on le réglera ça mieux la prochaine fois. J'espère que vous appréciez quand même les progrès que nous essayons de faire par rapport à la toute première fois où nous avions une image et un son qui n'étaient vraiment pas de qualité. Donc j'en profite pour dire qu'on ne peut pas être garant de la qualité sur chacun de vos postes parce que ça peut dépendre aussi de vos logiciels ou de vos caméras. Je vais aborder la question des masques qui n'est qu'un début de réflexion. J'aurais d'abord
j'aurais d'abord effectivement rappelé de quel masque parle-t-on, parce qu'il y a eu beaucoup de mélanges. Il y a les masques chirurgicaux d'une part, il y a des masques FFP2 qui sont un peu plus enveloppants, il y a des masques FFP3 qui sont beaucoup plus enveloppants, qui sont plutôt des masques de chantier. Il y a des masques alternatifs, c'est surtout ça qui sont en question en ce moment dans le débat. Et il y a des visières alternatives, notamment en matière qui peut être produite par une imprimante 3D. Donc vous voyez qu'on parle d'une situation extrêmement large. Ensuite, qui pourrait avoir des masques? Si je me place du point de vue d'une collectivité comme la nôtre, il y a d'abord notre personnel, puisqu'en tant qu'employeur, et je vous l'ai déjà expliqué, on maintient des services certes réduits, mais des services qui mettent en jeu à peu près la moitié du personnel par roulement. Donc il y a environ, actuellement tous les jours, 45% du personnel qui est présent physiquement, parce que leur tâche ne peut pas être très télétravaillée, et parce que nous ne sommes pas dans une étape de la crise qui nécessiterait qu'on réduise au strict minimum nos activités. Par contre, 45 personnes sur 115 en temps normal, vous voyez bien que c'est quand même forcément de l'activité réduite. Et puis ces personnes peuvent, quand elles le peuvent, télétravailler en partie. Donc notre raisonnement, notre réflexion, elle est bien d'abord sur le personnel. Ensuite, elle peut être sur la population, bien entendu, avec, vous l'avez bien compris, des débats sur les masques qui nous dépassent largement et qui sont nationaux, voire mondiaux, avec une pénurie mondiale de masques, quels que soient les modèles. Et puis on est bien sûr attentif à ce que les partenaires de crise, et notamment ceux qui sont en première ligne, les soignants, ceux qui sont en deuxième ligne, c'est-à-dire les commerçants, les prestataires de services qui sont en contact de la population, puissent avoir des masques. Une fois qu'on a dit ça, quelle est notre possibilité à nous, à la fois collectivité et à nous territoire, parce que c'est pas la même chose. Nous avons un stock extrêmement limité de masques. On avait reconstitué qu'il y a un mois, mais pas du tout à la hauteur de ce que nous aimerions avoir pour remplir les besoins que je viens d'évoquer. Quelques masques FFP3, encore moins de masques FFP2, et il y a par ailleurs des masques qui commencent à nous être promis, quelques-uns pour la résidence des personnes âgées, puisque c'est un établissement médico-social, donc le conseil départemental est en train de nous en livrer un petit peu. L'éducation nationale a quelques masques pour les enseignants qui assurent l'accueil des enfants de soignants. Et ce service continue, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, et il continue même pendant les vacances, la semaine prochaine. Et j'en remercie d'ailleurs les fonctionnaires municipaux qui s'occupent du périscolaire et de l'accueil du midi. Nous avons bien sûr quelques masques chez nos pompiers communaux et nous avons des commandes en cours comme tout le monde, sauf que les commandes on peut y croire que quand elles sont vraiment arrivées. Voilà. À partir de là, notre politique, en toute transparence et en fonction de la pénurie qui nous frappe tous, c'est que nous avons mis à disposition quelques masques en sécurité, je dirais, pour notre personnel le plus exposé, c'est-à-dire la police municipale, les personnes qui pourraient être amenées à rentrer dans les appartements de la résidence pour personnes âgées et les personnes qui s'occupent du périscolaire pour les enfants de soignants. Mais on est bien sur une mise à disposition et sur un acte volontaire sur demande des personnels. Actuellement, tous ne souhaitent pas mettre les masques en permanence. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas fournir un masque tous les 4 heures dans cette situation-là. Et cette situation reste évolutive en fonction des personnes que nous sollicitons. En fait. Donc ça, c'est vraiment en toute transparence l'état des lieux. Donc il y a bien une mise à disposition très réduite pour le personnel le plus exposé. La réflexion maintenant, elle est à la fois pour la collectivité et pour le territoire. Il y a effectivement beaucoup d'échanges sur les masques dits alternatifs. Alors
quel est le bon modèle. Il y en a un qui est normalisé par l'AFNOR, il y en a d'autres qui sont publiés dans le Parisien, il y a d'autres bonnes idées qui viennent de partout. Donc nous y réfléchissons aussi sérieusement que nous essayons de le faire pour d'autres sujets, et je vais donc repasser la parole à mes camarades pour la partie action solidaire qui a bien avancé cette semaine. Mais cette réflexion se poursuit et on ne lancera quelque chose de sérieux que quand on aura tous les tenants et les aboutissants. D'abord, l'évolution ou pas de la politique nationale qui pourrait être perçue comme évoluant, mais il y a aussi des facteurs qui ne sont pas aussi nets. Deuxièmement, notre capacité à servir véritablement tous ceux qui seraient concernés par les besoins que j'ai évoqués. On ne peut pas fournir des masques à la moitié de notre personnel en présentiel, donc c'est ou que les plus prioritaires qui sont déjà, à qui on peut déjà répondre, ou l'ensemble du personnel. On ne peut pas s'arrêter au milieu. De même pour la population, encore pire, on ne pourrait pas rentrer dans une logique de solidarité avec des masques alternatifs si on ne pouvait pas répondre correctement aux différents besoins. Donc on reviendra sur ce sujet sans faute, il est incontournable, mais on y reviendra sérieusement comme ce qu'on essaye de faire par ailleurs. Voilà un peu cette première intervention. J'entends qu'il y a effectivement des idées de... Alors il y a effectivement, bien sûr, quand je parlais des partenaires ou des acteurs de crise, je mets bien sûr les infirmières dedans. Alors elles ont un petit quota qui leur arrive via les pharmacies. Voilà. Mais bien sûr que tout le monde aimerait en avoir plus. Et d'ailleurs, il y a aussi des questions sur des charlottes, des surblouses, tout ce dont on manque véritablement. Voilà, est-ce que je reviendrai, oui, je vois une suggestion sur le modèle du CHU de Grenoble, c'est peut-être le même que l'AFNOR, il faut qu'on regarde tout ça. Voilà sur ce sujet, est-ce qu'on peut passer à l'action solidaire et donc les différentes élus qui sont derrière moi et qui vont très bien vous en parler, derrière moi et au téléphone, et puis on reviendra bien sûr sur différentes questions sur les autres sujets. Est-ce que Laurent, Marielle, Jean-Paul, Estelle peuvent parler de la semaine solidaire que nous avons vécue? Eh bien, allez, Jean-Paul, je te laisse commencer et raconter l'expérience. Très bien. Donc, rebonjour à tous. Alors, comme M. le maire l'a déjà expliqué, ainsi que Estelle, la déléguée au quartier, et aussi Laurent, le premier adjoint, nous avons commencé notre semaine, on va dire, solidarité sur le terrain. Alors, il existe en effet le site Saint-Leu Solidaire, que vous avez déjà pu visionner. On vous en remercie, de plus en plus de monde. Et là, cette semaine, avec les élus, nous nous sommes dit qu'il fallait téléphoner à nos habitants, à nos anciens, entre guillemets, pour savoir comment ils vivaient ce confinement, s'il ne manquait de rien. Alors, pour résumer, nous pouvons dire que les habitants ont pris des bonnes résolutions. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que faites passer le message auprès de vos voisins, auprès de vos amis. Alors certains sont timides, réservés, n'osent pas déranger. Alors notre but est vraiment d'aider tout le monde. Voilà, ça c'est très très important. Et le bien vivre ensemble, c'est déjà de prendre des nouvelles de ses voisins, hein, et surtout de nous faire remonter les informations. Dans tous les cas, nous serons toujours là pour répondre à vos besoins, à vos attentes. N'hésitez pas à prendre contact avec la mairie et aussi le numéro de solidarité qui a été fait exprès pour le confinement. Donc, je peux vous le rapporter une nouvelle fois. Il s'agit du 06 71 76 83 28. Voilà. Encore une fois, c'est un numéro qui a été fait spécialement pour la solidarité.
Alors, on parle toujours de solidarité quand il y a des soucis, mais il y a l'entraide. Et cette entraide, avec les nombreux appels que j'ai effectués, on voit déjà que cette entraide avait déjà lieu. Et ça, c'est très bien. Encore une fois, c'est le bien vivre ensemble. Et c'est ce qu'il faut. Pour avoir vécu dans d'autres régions, je peux vous dire qu'à Saint-Lô, il fait bon vivre. Donc, n'hésitez pas à continuer. Si vous avez besoin de nous appeler, nous répondrons toujours à vos demandes. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Paul. Laurent, tu voulais prolonger? Alors, oui, je laisserai parler un petit coup Estelle après. C'est juste pour donner des chiffres. Hein, parce que, alors, on a commencé le travail cette semaine de façon très très assidue. C'est un petit groupe d'élus, on est une petite dizaine à faire les appels. Et en l'espace de 4-5 jours, on a pu établir 150 contacts. 150 contacts, c'était pas rien. Et comme l'a dit Jean-Paul, on est super rassuré parce que finalement, l'être humain s'adapte à tout. Et on s'est rendu compte que chacun avait développé des petites stratégies, des choses de façon à ne manquer de rien avec ses voisins, avec ses enfants. Et donc ça, c'est super rassurant. On a pu aussi rencontrer très très peu, heureusement, mais 2-3 habitants qui étaient, eux, par contre, en souffrance. Donc on s'en est tout de suite occupé et on a vu tout de suite l'intérêt de ces coups de fil. Donc ça, c'est intéressant. On est bien en train de parler des personnes âgées. On a utilisé pour cela la liste des colis de Noël qui sont distribués chaque année. Et donc on s'est organisé pour faire ça dans un ordre cohérent, on va dire. Néanmoins, on avait évoqué la semaine dernière, la solidarité ne doit pas se faire qu'avec les personnes âgées. Il y a des personnes en difficulté de tout type, et y compris des personnes handicapées, des personnes plus jeunes, etc. Et là, c'est peut-être un sujet sur lequel tu reviendras, Frédéric, avec le rapport Gage. Je te laisserai la primeur pour l'évoquer, parce que finalement, le registre solidarité, il peut vraiment s'élargir, et ça, pour le coup, c'est très très important. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, je voulais rapporter les chiffres. Estelle, je veux bien que tu parles du groupe solidaire et des conditions pour pouvoir être accepté sur le groupe solidaire. Notamment, il y a un monsieur qui doit attendre, qui est très très présent dans les différentes conversations à droite à gauche et qui doit se demander pourquoi je ne l'ai pas encore accepté. C'est moi le méchant loup, je te laisse l'expliquer. Oui, bonjour à tous. Alors déjà, juste pour revenir un petit peu sur la semaine, en effet, les personnes ont vraiment apprécié notre coup de téléphone et nous, ce qu'on apprécierait aujourd'hui, afin que chacun nous aide aussi, ce serait que, à vous tous qui êtes présents sur le Facebook Live, vous notiez bien ce numéro Solidarité et que vous n'hésitiez pas, si vous avez des voisins qui vous disent qu'on ne les a pas appelés, que vous n'hésitez pas à leur donner ce numéro et voire à nous donner leurs coordonnées si on arrive à échanger, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, pour l'instant, dont on n'arrive pas à avoir les coordonnées. Donc voilà, ça c'est pour revenir sur la semaine. Sur le groupe Facebook solidaire, en effet, certains sont dans l'attente qu'on valide leur inscription parce qu'il y a 3 questions auxquelles il faut répondre. La première, êtes-vous lupovicien? Donc ça, que vous soyez lupovicien ou pas, c'est juste pour nous, pour voir combien de personnes suivent notre site à Saint-Leu. Donc peu importe. Ensuite, il y a pourquoi vous souhaitez rejoindre notre groupe, pour vous informer ou alors pour donner toutes vos bonnes idées. Et surtout, il faut cocher, c'est pas une question, mais il faut cocher les règles d'utilisation, comme quoi vous acceptez de respecter le règlement. Et sans ça, Laurent, il ne validera pas votre inscription sur le groupe solidaire. Donc voilà. Je pense que j'ai rien à rajouter. Chacun met au fur et à mesure toutes ses bonnes idées. Cette semaine, c'est le et puis les masques. Je sais aussi qu'il y a une personne qui est inscrite sur le groupe Tu sais que tu viens de Saint-Leu, qui demande à propos des masques aux personnes qui sont issues. Ça serait bien que cette personne, donc là je vais la contacter, ça serait bien qu'elle rejoigne ce groupe solidaire, parce que c'est vrai qu'elle a l'air d'être de Saint-Leu aussi et elle a l'air d'avoir plein de bonnes idées. Donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à lui dire de nous rejoindre sur le groupe solidaire. Voilà. Merci à tous. J'aurais passé la parole à Marie-Ève Lernoux, qui est notre adjointe à la solidarité, et toutes nos actions visent à renforcer
ses efforts depuis bien des années, donc je sais qu'elle le vit comme une aide précieuse, mais nous, on n'oublie pas qu'elle reste la pilote de tout ça. Est-ce que Marielle, tu voulais ajouter des choses par rapport à l'origine de ce mouvement, par rapport à tout ce que tu continues à faire par ailleurs, puisqu'il y a bien sûr toujours la vigilance du Centre communal d'action sociale que tu supervises sur l'ensemble des besoins les plus criants et qui continuent bien sûr à être traités. Marielle? Oui, je suis là. Ah oui, alors moi, oui, forcément, c'était une aide très, très précieuse parce que sans toute cette belle équipe, on aurait eu du mal à contacter toutes les personnes qu'on a déjà contactées. Ce groupe solidaire, il est très important parce que, en temps normal, le service social s'occupe déjà des personnes qui sont en difficulté, quel que soit leur âge, quel que soit leur problème. Mais là, vu l'ampleur de la tâche, il fallait bien tout ce petit monde-là. Et un grand, grand, grand merci à tout le monde parce que voilà, ça avance très bien. Ça rassure les gens de savoir que juste un petit coup de fil, ils savent que s'il y a un problème, on peut les aider. Et évidemment, nous, de notre côté, au niveau du service social, on continue nos actions qu'on mène en permanence et on a aussi beaucoup de travail. Et on pense sincèrement à toutes les personnes qui sont seules et qui c'est difficile pour eux. Et c'est pour ça que le petit appel, et même si les gens, si autour de vous, vous avez du monde qui était seul, un petit coup de fil, c'est pas grand-chose, mais ça peut faire donner du bonheur aux gens pour la journée. Donc n'hésitez pas à prendre 5 minutes pour appeler vos voisins, vos amis, les gens qui sont autour de vous, c'est vraiment très très important. Et voilà. Et encore une fois, n'oubliez pas le numéro solidaire, donc le 06 71 67 83 28. Merci. Merci à tous. Alors je confirme, c'est vraiment un travail d'équipe. Le travail qui continue autour de Marielle, c'est notamment l'identification de tous les besoins en logement. Encore une fois, je dis ça tout en sachant pertinemment que les déménagements sont suspendus, mais il y a toujours des besoins en logement qui s'accumulent. Il y a des besoins financiers qui restent importants et c'est pour ça que notre financier et alimentaire et c'est pour ça que notre épicerie solidaire continue à fonctionner avec beaucoup de précautions prises bien sûr en termes d'espacement, de distance. Il y a en complément de tout ça une aide, on va dire psychologique, mais nous ne sommes pas des psychologues. Je voudrais simplement rendre hommage à ce que fait le service communication, là aussi sur Facebook, avec le relais de différentes initiatives pour mieux vivre le confinement individuel et on sait très bien que ça peut porter sur les nerfs un petit moment et surtout si ça continue. J'aurais effectivement terminé ce chapitre en rebondissant sur ce que Laurent a appelé le rapport Gage. Alors, je fais court. Tous nos efforts d'identification de personnes qui pourraient avoir un besoin passent par le fait qu'elles se signalent ou le fait qu'on les identifie d'une manière bienveillante, soit grâce à leurs amis, leurs voisins ou leur famille. Cette identification, encore une fois, quand on s'y met à beaucoup et qu'on est dans une période de crise, elle s'élargit. Laurent a parlé d'environ 150 appels cette semaine de personnes différentes et donc ça va beaucoup plus loin que la cinquantaine de personnes qui étaient déjà sur notre registre de personnes dites vulnérables, puisqu'il y a une obligation d'avoir un registre pour les crises de canicule, de grand froid. Là, on voit bien que ce sont d'autres types de crises qui nécessitent une approche plus large. Donc, vous voyez, on est passé de 50 à 200. Et ça, c'est sans compter environ les 90 personnes que nous aidons dans le cadre du Centre communal d'action sociale. Donc, ça commence à être une action d'ampleur, mais elle est limitée par un manque de communication entre administrations que j'ai personnellement regretté depuis des années et des années, puisque, tout simplement, nous avons nos propres fichiers de personnes âgées, mais on n'a pas accès, pour l'instant, aux fichiers, par exemple, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Nous n'avons pas accès non plus pour l'instant aux fichiers du conseil départemental sur les personnes qui bénéficient de l'allocation de perte d'autonomie ou des personnes qui bénéficient de l'allocation prestation de compensation pour le handicap. Alors, tout ça part bien sûr de très bonnes raisons de confidentialité. Il en est tout à fait, c'est tout à fait bien compris de la part de notre équipe. Il y a quand même des questions qui commencent à se poser quand véritablement on est acharné à ne rien laisser passer en termes de besoins. Ce manque d'interaction entre les administrations peut commencer à être un souci. Je rajoute pour le Conseil général, avec qui nous avons de bonnes relations, une autre liste de personnes qui bénéficient du système de téléalarme qui est monté par le Conseil départemental, et c'est un très bon système. Donc chacun effectivement fait ses efforts, mais on a toujours buté depuis des années, et malgré certaines demandes, sur l'idée qu'il n'y avait pas possibilité de partager ces fichiers. Là où il y a un très gros changement cette semaine, c'est effectivement un rapport qui a été demandé par le ministre de la Santé à un ancien député, Jérôme Guedj, qui est aussi ancien président du conseil départemental de l'Essonne, donc il sait pertinemment ce que c'est qu'une administration qui a des compétences en matière d'aide sociale. Et ce rapport a été présenté jeudi, il a été immédiatement accepté, ses conclusions ont été immédiatement acceptées par le ministre de la Santé. Et dans les conclusions, il y a précisément la possibilité d'échanger maintenant beaucoup plus d'informations entre administrations dans le cadre de ce qu'on appelle un secret professionnel partagé. Et évidemment, nous mettrons tous les garde-fous nécessaires pour que les informations dont nous n'avons pas à connaître ne nous soient pas données. Nous, c'est simplement effectivement une indication sur un nom. Après, on peut se débrouiller, mais on n'a évidemment pas à accéder aux détails des traitements médicaux des uns et des autres. Et ce rapport qui est accepté donc recommande même la création d'une sorte de collectif local de lutte contre l'isolement qui serait présidé par le maire et avec tous les partenaires que je viens de citer. Donc vous voyez, les choses évoluent, on espère bien être pilote en la matière, on a déjà fait avancer de la manière qui a été évoquée, mais on pourra sûrement aller beaucoup plus loin. Et alors à quelque chose, la crise aura été bon, malheur aura été bon. C'est évidemment jamais à souhaiter que ce soit nécessaire de passer par ces moments-là pour débloquer certaines situations, mais on peut malheureusement se rendre compte que ce sera encore le cas dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles certains voudraient répondre dans ce même domaine solidarité? Et après, on va passer aux manifestations. J'ai vu une question là-dessus, ainsi que sur le service culturel. Laurent? Oui, Laurent, je voudrais répondre à Lisa Boléa qui propose de faire des dons en nature pour les gens qui n'ont plus de revenus. C'est une excellente idée. Il y a un numéro d'entrée, c'est le numéro Solidarité qui a été rappelé 2 fois et qui est également écrit dans le fil de discussion qui est parallèle au Facebook Live. Donc voilà, vous le retrouverez. Appelez ce numéro et puis proposez vos services. Il n'y a aucun problème, on vous orientera vers les bonnes personnes. C'est le numéro d'entrée. Merci beaucoup pour cette idée en tout cas. Alors je rebondis sur l'exemple qui est donné pour la commune de Précy. Il faut vraiment compléter parce que l'initiative de don en nature qui a été exposée pallie le fait que l'épicerie solidaire a été arrêtée en ce moment. Je pense que c'est plutôt un concept associatif. Nous, on est sur un concept municipal, l'épicerie solidaire. Donc c'est bien parce que notre épicerie continue à fonctionner, que nous continuons bien sûr à acheter les produits alimentaires nécessaires, que nous n'avons pas besoin de rajouter effectivement un appel aux dons dans les mêmes conditions. C'est bon pour tout le monde chez mes collègues sur la partie solidarité, on y reviendra le cas échéant. Sur la partie... Oui. C'est bon pour moi. D'accord. Oui, c'est bon pour moi. Excusez-moi, je voudrais rajouter une question qu'on a ou loupé, ou j'en sais rien. Bref, on était parti sur un autre sujet. C'est très connexe. En fait, on nous demande si on a connaissance du nombre de cas positifs au coronavirus dans la ville. Alors, la réponse, elle est claire. C'est non. C'est non, parce que déjà, vous savez très bien que les décomptes qui se font, c'est très très compliqué.
Il y a vraisemblablement beaucoup plus de cas de coronavirus en France, dans l'Hexagone, qu'il n'en est annoncé. C'est la première chose. D'autre part, les gens qui voient un médecin, qui sont éventuellement testés positifs, n'ont aucune obligation de report à la mairie. Donc on n'a vraiment aucune notion du nombre de personnes atteintes du Covid-19. On déplore à ce jour, malheureusement, un décès sur la commune. Frédéric l'avait déjà évoqué dans le communiqué écrit qui a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres et nous en sommes très heureux et on espère que ça ira comme ça jusqu'au bout. Parfait, merci pour ça. Alors sur les manifestations, donc, vous avez remarqué qu'effectivement sur les communiqués qui viennent d'être évoqués par Laurent, nous avons pris soin à chaque publication d'annuler formellement un certain nombre de manifestations au fur et à mesure. On va probablement refaire un communiqué la semaine prochaine si le président annonce des décisions qui nécessiteraient qu'on les décline au niveau local. Ce qui est sûr, c'est que pendant toutes les durées du confinement, bien sûr, les prochaines manifestations sont annulées, qu'on se transporte déjà à l'idée que sur mai, il va malheureusement pas rester grand-chose de notre programme de manifestation. La question qui continue à se poser, c'est pour juin, et évidemment, là, on est au cœur de nos animations festives, donc on ne se résout pas pour l'instant à annuler un certain nombre de choses. Néanmoins, on se prépare à beaucoup de scénarios et on y travaille donc avec l'adjoint aux animations et au sport qui est Jean-Michel Mazet et l'adjointe à la culture et au patrimoine qui est Agnès Pelfort, qui ont déjà travaillé avec les services sur plusieurs hypothèses, soit de maintien, soit de report, soit d'annulation. Il est clair qu'il va nous falloir être créatif et structuré, puisque si ça redevenait possible de se rassembler, on sait très bien que les besoins de faire la fête seront forts et les besoins d'oublier un petit peu la crise seront forts. Si on n'est pas tout à fait dans ces possibilités-là, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire un déconfinement qui serait lent, progressif, réversible peut-être si on doit repartir sur un reconfinement, on voit bien que ce sera plus compliqué de planifier, même pour le mois de juin. Pour l'instant, on garde espoir sur le mois de juin. Tant qu'on n'annonce pas formellement dans le communiqué papier distribué dans toutes les boîtes aux lettres que telle manifestation est annulée, c'est qu'elle ne l'est pas. Mais bien sûr que le temps avançant, il faudra prendre les décisions qui s'imposent. Sur la question sur la culture, donc je confirme que la médiathèque a diffusé avec le service communication une information sur le fait que malgré la fermeture physique de notre médiathèque communale, il y a un accès à distance par Internet à un certain nombre de services de la médiathèque départementale. Donc toutes les précisions sont sur nos différents supports. Il y a une question sur on passe d'un sujet à l'autre, mais c'est une question importante, sur le taux de mortalité local. Alors on va refaire le point plus précisément, mais tout ce qui ressort en ce moment au niveau national sur les surmortalités est un indicateur important parce qu'il est national et qu'il fait une synthèse et une moyenne d'énormément de cas locaux. Le taux de la surmortalité sur un mois, sur une commune comme la nôtre, ne va pas être représentative. Je ne pense pas qu'elle soit très importante et je regarderai les chiffres mieux, mais ce ne peut de toute façon pas être représentatif statistiquement. Par contre, bien entendu, et ça c'est annoncé officiellement par le ministre de la Santé ou le directeur général de la Santé, quand au niveau national, en plus du décompte effectivement des décès dans les hôpitaux et maintenant dans les maisons de retraite, ce qui nous fait arriver, comme vous le savez, à 12 000 morts récemment. Il y aura peut-être un décompte des décès à domicile d'ailleurs, qui n'est pas vraiment fait, et qui ne concerne pas, là aussi, la ville de Saint-Leu. Mais la surmortalité générale qui est évoquée, semaine après semaine, on parle de plus 30 à plus 40% de surmortalité au niveau national sur les 2 dernières semaines de mars. Donc on voit bien que c'est un impact absolument considérable.
Y a-t-il des compléments de mes collègues sur différents sujets? Oui, Laurent, on a loupé une question aussi. Un monsieur nous demandait, j'imagine, s'il y avait toujours des travaux dans la ville, et notamment il évoquait les marquages au sol. Donc, je te laisse répondre, Frédéric. Pas forcément, hein, je pense, le plus indiqué serait l'adjoint à la circulation qui a suivi ce sujet. Donc, est-ce que Stéphane est encore parmi nous? Oui, Frédéric, donc oui, j'ai bien vu passer cette question. Effectivement, vous avez pu voir que sur la commune, depuis une dizaine de jours, une entreprise était en train de refaire les marquages. Donc c'est compliqué aussi pour eux. Donc ils avancent petit à petit et rue par rue. Bien évidemment, on va pouvoir refaire, et je croise les doigts, mais la semaine prochaine, la rue de l'Hôtel-Dieu et les passages piétons de la rue de l'Hôtel-Dieu, en mettant en sécurité aussi les personnes qui travaillent. Donc certainement avec la police municipale, il y aura une petite déviation pour renforcer ces marquages au niveau de la rue de l'Hôtel-Dieu. Mais oui, nous sommes en train de refaire aussi bien les petits sentiers, chemins piétonniers que Côte de l'Église, entre autres, que les passages piétons, que les grands triangles devant les écoles, vous avez pu voir en blanc et en rouge. Donc voilà, un petit coup de propre, on va dire, de rafraîchissement sur les marquages qui sont en train d'être faits. Donc faites attention, et surtout faites attention à eux. Merci Stéphane. C'est toute la complexité de ce confinement partiel, hein. Des entreprises peuvent travailler. Il y a eu une volonté au niveau national qui nous a d'ailleurs été transmise de ne pas décourager les chantiers de bâtiments et de travaux publics à partir du moment où ils étaient faits en toute sécurité. Donc chaque entreprise est responsable d'assurer la sécurité de ses salariés. On a à nouveau une question sur les déchets verts. Donc j'y réponds de la même manière. La collecte des bacs jaunes recyclables a repris cette semaine, et je remercie à nouveau les habitants de ne pas forcément remettre tout ce qui avait été accumulé en une seule fois, parce qu'autrement on peut facilement calculer que les bennes n'y suffiront pas, les bennes mises à disposition. Mais en tout cas, ça c'est repris. Par contre, il n'y a pas de reprise de la collecte des déchets verts pour l'instant. Donc c'est une gêne bien compréhensible pour ceux qui posent les questions, mais qu'il va nous falloir supporter encore quelques temps. Et on a répondu effectivement déjà un peu plus tôt à la question sur la fermeture de la Garenne, de l'épargne de la Garenne, qui n'en est pas une. Alors on ne doit pas mélanger les deux raisons différentes. Nous avions fermé au moment de certains orages et coups de vent, et parce qu'une entreprise est intervenue ou peut réintervenir pour certains arbres. Par contre, les barrières qui sont présentes sur les extrémités visent surtout à rappeler, comme je l'ai déjà dit, que toute fréquentation de ce parc doit se situer dans le cadre des autorisations de sortie admissibles, et donc c'est à moins de kilomètres du domicile et en moins d'une heure. Voilà pour ces sujets. Y a-t-il d'autres questions que nous aurions manquées, chers collègues? Oui, Frédéric, c'est Marielle. Je t'en prie. Ah oui, j'ai marqué une remarque sur les frigos qui sont installés devant la mairie, à Précy. En ce qui concerne, nous, le service social pour les personnes qui sont en nécessité, ont des bons qui peuvent aller eux-mêmes chercher dans les commerces leurs produits frais. Donc il n'y a pas nécessité à ce qu'on mette un frigo, même si les gens auraient l'idée de faire des dons. Déjà, je pense que ça attirerait encore plus de sorties, et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est mis en place au niveau du social. Donc voilà, même si le geste est bon, mais voilà, il y a ce qu'il faut au niveau de tous les produits frais. Et l'épicerie solidaire étant pas fermée, il n'y a pas de raison
Ça Oui, va je faire vais- des allées-venues aux personnes qui voudraient faire des dons. Voilà. Merci de le redire, mais je l'avais dit tout à l'heure en montrant bien que c'était parce qu'après-ci, l'épicerie solidaire traditionnelle avait fermé, ce qui n'est bien sûr pas notre cas. Donc merci pour tout ça. D'ailleurs, il y a, Marielle, une question sur un besoin en logement. Donc je pense que tu pourras être l'interlocuteur de la personne qui cherchait un autre appartement. Si c'est dans le parc locatif aidé, si ce n'est pas le cas, bien sûr, je recommande de s'adresser aux professionnels de l'immobilier sur la ville qui sont victimes eux aussi des difficultés du moment. Je défile un certain nombre de questions. Donc la déchetterie n'est pas prévue pour réouvrir. Certaines déchetteries de l'Oise ont réouvert pour des professionnels uniquement, mais pas pour les particuliers. Ce n'était pas le cas de la déchetterie de Saint-Leu et c'est donc encore moins le cas pour les particuliers pour l'instant. Donc c'est évidemment là aussi une contrainte qui nous amène tous à stocker comme nous le pouvons ce que nous amènerons au fur et à mesure de la réouverture quand ce sera acté. Alors le stationnement rue du Val, je peux repasser la parole à Stéphane Hautecoeur et puis on va terminer dans 5 minutes pour essayer de rester sur le créneau 11h-12h que nous tenons. Oui, donc concernant le stationnement, je vois rue du Val, donc le monsieur propose qu'on se mette en rapport, c'est ça si je comprends bien, avec Oise Habitat pour trouver une solution pour les gens qui travaillent, puisque a priori, vu que tout le monde est chez soi, beaucoup de voitures maintenant sont en stationnement. Donc on est vigilant, on essaie de voir, on va essayer de prendre contact avec Oise Habitat pour voir ce qui est faisable. Maintenant, encore une fois, c'est du bon sens. Merci justement aux personnes qui auraient des véhicules qui ne bougent pas forcément en ce moment, justement de les mettre un petit peu plus loin pour faciliter les personnes qui travaillent, qui ont besoin d'un véhicule au quotidien pour faire vivre nos commerces, nos institutions. Donc j'espère que les habitants du Val vont pouvoir échanger. Après, vous pouvez toujours revenir vers nous ou revenir vers moi et on essaiera de voir ce qu'on peut faire aussi bien avec les gardiens d'Oise Habitat de la résidence du Val. Merci Stéphane. Alors en vrac, donc on refera un contact avec les pharmacies avec lesquelles nous sommes bien sûr en relation régulière. Sur cette idée d'utiliser le guichet de garde, j'imagine que c'est un des lieux sur lesquels l'échange permanent avec les usagers nécessite effectivement de prendre des précautions particulières. Sur les évaluations pour le scolaire, vous imaginez bien que le deuxième trimestre est très compliqué. Les seuls contacts dont je peux vous faire part, c'est celui avec l'inspecteur de la circonscription, avec qui on travaille bien sûr sur l'accueil des enfants de soignants, mais aussi sur d'autres sujets d'actualité dont j'ai fait part lundi dans une réunion avec les responsables de parents d'élèves, qu'on essaie de rencontrer régulièrement avec l'adjointe à l'éducation Christelle Terre. Les informations récentes sont qu'il y a un rattrapage scolaire avec des enseignants volontaires sur la deuxième semaine des vacances d'avril. Donc il faut passer par chacune des écoles pour savoir si elles sont concernées par ce volontariat. Il y a forcément une réflexion que nous avons identifiée avec les représentants de parents sur la nécessité de maintenir les procédures de découverte par les enfants d'élémentaire de ce qui peut se passer au collège ou découverte par les enfants de maternelle de ce qui peut arriver en élémentaire. Donc ça, on parle déjà de fin de l'année scolaire dans l'hypothèse qui n'est pas nulle que l'année scolaire ne reprenne pas. Vous voyez qu'il faut malheureusement s'attendre à tout. Et puis pour votre information, on est sur une nouvelle qui est plutôt bonne, mais évidemment elle s'explique par la crise. C'est que les menaces qui pouvaient exister sur nos différentes classes semblent levées. Et c'est une réunion
au sein de l'inspection académique hier qui l'a confirmé. Voilà pour moi. Est-ce qu'il y a un dernier passage avec mes collègues sur des questions qu'on n'aurait pas encore traitées? J'ai un vieux doute, Frédéric, peut-être que mon esprit s'est égaré à l'instant. Est-ce que tu as évoqué le sujet de la poste? Pas du tout, pas du tout. Donc, Voilà. On a une question vas-y. sur le sujet. Oui. Et donc, alors, les informations qu'on a viennent d'une attachée commerciale qui a pris l'habitude de nous envoyer un petit mot en fin de semaine pour nous dire ce qui se passera la semaine d'après en termes de distribution du courrier. Je suis très clair, hein, c'est uniquement ce sujet-là, distribution du courrier. Et par exemple, pour la semaine prochaine, le courrier sera distribué mercredi, jeudi, vendredi. En termes d'ouverture du bureau de poste, là pour le coup, on n'a pas d'information, on n'a pas d'échéance, etc. Et Frédéric se bagarre pour essayer d'avoir des infos à droite, à gauche, mais c'est assez compliqué avec la poste. Je te laisse expliquer en 2 mots, Frédéric, où tu en es. C'est ça, puisque je vous avais exprimé la semaine dernière l'idée que le président de la République lui-même avait forcé la Poste à réouvrir un certain nombre de bureaux pendant la crise. Donc il y en a 2500 au niveau national, on parle de 1000 autres bientôt, mais nous n'en faisons pas partie pour l'instant. Donc on est toujours sur ces infos insatisfaisantes selon laquelle les bureaux les plus proches qui seraient ouverts sont à Nogent, à Creil et à La Morlaix. Donc c'est désagréable de dire que nous n'en savons pas plus. On va repartir à l'attaque la semaine prochaine. Et pour répondre à Madame Margarita, oui. Les dernières informations, donc encore une fois, elles sont à prendre avec précaution. Hein. Le courrier déposé dans les petites boîtes à lettres jaunes un peu partout dans la ville devrait être ramassé, d'après ce qu'on nous a dit, par ceux qui distribuent le courrier. La grosse boîte à lettres jaune devant le bureau de poste, elle est ramassée normalement directement par le centre de tri. Donc il y a peut-être un peu de retard, c'est pour ça que votre lettre n'est peut-être pas encore arrivée dans l'ordre, mais normalement, voilà, c'est les informations qu'on avait eues. La grosse boîte jaune est ramassée directement par le centre de tri. Voilà, bah écoutez, on se force un petit peu à arrêter à 12h. Alors, dernière intervention, c'est Estelle? Oui, juste parce que j'ai vu une question concernant les assistantes maternelles. Oui. Donc, oui, en effet, étant moi-même assistante maternelle, oui, en effet, on n'a pas trop de nouvelles et on se sent un peu oubliés. Toutefois, il faut avouer que sur plein de sites, on arrive à récupérer quelques informations. C'est pour ça que je me suis permise de demander des précisions concernant la question. Et du coup, si cette dame veut contacter en privé pour avoir des informations, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Je vais demander, merci beaucoup Estelle, je vais demander à Stéphane qui connaît bien les attestations et les cas de sortie. Il y a une question sur le fait que quand on veut aller à la poste, quel est le cas qu'il faut cocher, quelle est la case qu'il faut cocher? Je vais tout répondre tout simplement. Si vous avez besoin d'aller à la poste, profitez-en pour votre petit tour quotidien, mais faites-le en même temps. C'est pas la peine de sortir 2 fois. Donc si vous mettez que vous allez à la poste, si vous êtes dans le rayon de 1 km, vous n'aurez pas pour 1 heure pour aller donc poster cette enveloppe. Et comme l'a dit tout à l'heure Frédéric et Laurent, les petites boîtes aux lettres dans toute la ville sont ramassées aussi par nos facteurs qui viennent nous distribuer le courrier le jeudi, vendredi et samedi. Merci beaucoup Stéphane, merci à tous les collègues, merci à vous pour toutes vos questions. On est vraiment sur un rythme qui nous semble très appréciable de contact entre nous et de questions sur lesquelles vous devez à juste titre être vigilant et exigeant et on essaye de vous répondre au mieux. Merci beaucoup, très bon week-end à tout le monde et désolé pour ceux à qui on n'a pas encore répondu, mais le débat peut continuer sur Facebook et dans d'autres lieux. On remet un maximum de choses sur le site général de la ville, bien entendu, sur la page coronavirus. Merci, à bientôt. À la semaine prochaine.